Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour votre nouveau patrimoine online, on se rend à Comines. C'est à 2 pas de la Belgique que l'on a rencontré les frères Louis et Marc-Antoine Noiret, associés de leur propre cabinet. Avec eux, on va notamment revenir sur les perturbations boursières provoquées par la politique commerciale étrangère américaine, les valeurs tech ont particulièrement corrigé. Or, c'est la thèse d'investissement du fonds EDR Fund Big Data. On a interrogé son co-gérant, Jacques-Aurélien Marciro, sur sa stratégie pour survivre en période hostile. Nessim Bengarbia a quant à lui rencontré l'avocat Ronan Lajoux pour faire le point sur la politique fiscale des ménages les plus aisés. Patrimoine Online, émission 15 à Lille, c'est parti. Bonjour à tous les deux, bonjour Louis, bonjour Marc-Antoine, merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes frères, comme ça peut se voir à peu près, et Noiret Patrimoine, c'est vous qui l'avez créé il y a 8 ans. Et c'est une entreprise, c'est un cabinet qui est un peu particulier, parce que, alors si je ne dis pas de bêtises, vous n'êtes pas directement associés tous les deux, c'est une fondation qui détient le capital de votre entreprise et donc vous êtes salariés, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, comment vous en êtes arrivé en fait à cette structuration-là? Alors au départ, moi j'ai créé l'entreprise en fin 2016 sur le sujet de la finance solidaire. En découvrant l'économie sociale et solidaire, on a découvert aussi beaucoup de modèles économiques un peu différents, philanthropiques, des coopératives, des structures où en fait le capital appartenait pas aux dirigeants. Et donc l'idée c'était vraiment de créer un acteur du conseil en gestion de patrimoine, une sorte de pure player de l'économie sociale et solidaire. Ce que vous avez décidé de faire, parce que vous êtes donc mandataire social, vous êtes salarié, et niveau salarié, vous ne percevez de variables. On est vraiment sur un modèle économique très différent de ce qu'on connaît d'habitude pour un cabinet. En fait, en 2020, on a décidé de créer un fonds de dotation et de faire don de 100% du capital de l'entreprise à ce fonds de dotation. Donc le principe c'est simple, on a un fonds de dotation qui est un outil philanthropique qui nomme le dirigeant, donc aujourd'hui c'est moi, et qui perçoit la totalité des dividendes puisque c'est l'unique actionnaire. Et ensuite en dessous on a la SAS Noiret Patrimoine qui fait du conseil en investissement financier, du conseil patrimonial et qui accompagne ses clients comme un cabinet de CGP, comme un family office traditionnel. D'accord. On a voulu aussi adopter un certain nombre de codes de l'économie sociale et solidaire. Et vous parliez de la politique de rémunération. On a adopté des principes de l'économie sociale et solidaire qui sont l'encadrement des salaires. C'est-à-dire que dans l'entreprise, il y a une règle qui encadre le salaire de 1 à 7 entre le plus petit salaire et le plus élevé. Et on a également décidé de ne pas rémunérer nos collaborateurs, notamment nos conseillers financiers, sur une politique individuelle de variables pour éviter qu'il y ait un biais de conseil entre la rémunération du conseiller et ça c'est pas mal, du coup ça limite les incentives à vendre certains produits plutôt que d'autres. Donc la politique de rémunération variable, elle est collective via un accord de participation aux bénéfices. D'accord. Je disais, donc vous, Louis, vous avez rejoint votre frère à peu près 8 mois après la création du cabinet. C'est la première fois qu'on reçoit des frères aussi dans le patrimoine online, ou plutôt qu'on est reçu par des frères. Alors du coup, j'avais quelques questions pour vous. Déjà, c'est qui le grand frère entre vous deux? Parce que vous êtes déjà très proches en termes d'âge. C'est qui le grand frère? Ça me rassure. C'est moi. C'est vous le grand frère. Qui était le meilleur à l'école? Il y a débat. Il y a peut-être eu un effondrement du niveau scolaire en 2 ans, comme on a 2 ans d'écart, mais non, je pense que c'était Louis plutôt. On était quand même de bons élèves, de manière générale. Qui était le plus bagarreur? Bagarreur. Je sais pas. Non. Ah ben non, parce qu'en plus vous étiez scout, donc c'est quand même l'image des scouts. Ça veut rien dire. J'étais quand même un peu plus mauvais perdant. Plus mauvais perdant. Qui était le plus sportif, ou qui l'est encore? Louis. Vous faites quoi? Mais étant jeune, c'était plus sportif. Maintenant, je cours beaucoup. À l'époque, on a fait beaucoup de tennis tous les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'à Comines aussi, la mode du running est arrivée. Ce n'est pas moi, je déteste. On va passer au sujet plus sérieux. On va passer aux 3 actus. Les 3 actus qu'il ne fallait pas manquer selon les frères Noiret. Je vais vous appeler les frères Noiret, je pense, pendant toute l'émission. C'est parti. Alors messieurs, première actu, c'est bien évidemment les montagnes russes des actifs risqués depuis ce début d'année, plus particulièrement sur le mois qui vient de s'écouler. Comment vous avez vécu justement ces chamboulements? Je dirais à la fois avec attention et à la fois de manière assez sereine, tout simplement parce que on a une conviction et un biais assez fort au cabinet sur les classes d'actifs réels.
de par notre positionnement justement sur la finance éthique et solidaire, on a des clients qui recherchent de pouvoir matérialiser l'utilité sociale ou environnementale de leur placement. On a une composante de non-coté assez importante. Bien sûr. Oui, parce que tout le monde a à peu près une petite poche d'actifs cotés. Est-ce que vous avez senti de la part de vos clients une petite inquiétude un peu plus forte là, ces dernières semaines? Paradoxalement, alors oui, forcément, il y a des questions sur ce sujet parce que tout le monde lit à l'actualité, tout le monde voit qu'il y a des grandes incertitudes. Après, nous, comment on fonctionne, c'est qu'on a des scénarios macroéconomiques à moyen long terme et que dans ces scénarios, il y a des fondamentaux qui restent quand même malgré en fait tout ce qui se passe. Ouais. Et nous, dans les stratégies d'investissement, c'est quand même souvent les investissements progressifs, les arbitrages programmés qui dominaient pour justement se dérisquer sur cette classe d'actifs-là. Et donc, en fait, on continue cette stratégie-là, même si parfois il peut y avoir des réarbitrages en fonction des profils clients. Oui, parce que comment on se protège quand finalement on voit que la bourse descend, le crédit aussi, les matières premières aussi, le pétrole aussi, qui reste finalement à peu près que l'or, qui fait un peu office de valeur refuge. C'est-à-dire là, il faut vraiment aller dans le non-coté. Alors qu'on voit dans le non-coté aussi, il peut y avoir des perturbations. Je pense notamment à l'immobilier. Où est-ce qu'on va trouver refuge ? Justement, on va aller actuellement, on va aller trouver le refuge sur des produits indexés sur les taux d'intérêt. On a vu que les taux d'intérêt sont remontés quand même de manière assez significative depuis 2022. Ça a créé des opportunités aussi sur du financement d'activités avec des sous-jacents assez solides et qui génèrent des mécaniques de revenus stables par l'effet d'indexation sur les taux d'intérêt. Donc j'ai évoqué quelques classes d'actifs de ce type, mais c'est ce qu'on va retrouver sur les infrastructures, c'est ce qu'on peut retrouver aussi sur des produits monétaires ou certaines formes de produits structurés à capital garanti, etc. On entend beaucoup de CGP, de conseillers qui nous disent qu'ils aiment beaucoup ces produits pour différentes raisons. Quel est votre avis ? Nous, on est sur les produits structurés, on n'a jamais été très favorable parce qu'en fait, il y a quand même les clients viennent d'abord nous voir pour les sujets de finance éthique et solidaire. C'est vraiment ça qui fait notre singularité. Et donc, le produit structuré en tant que tel, on voit qu'il y a quand même un sujet sur la finalité de l'argent. Nous, on s'est toujours aussi un petit peu méfié des produits structurés à gogo parce qu'on voit aussi bien l'intérêt des conseillers derrière, des banques, en disant en fait, on vend des produits structurés qui sont quand même des produits assez rémunérateurs pour les conseillers. Pour les clients aussi parfois, mais donc nous on n'a jamais été pour le tout structuré et donc on en a fait quelques-uns sur mesure pour des clients dédiés, pour justement des personnes morales, des institutionnels qui avaient des besoins de garantie de capital ou des critères éthiques un peu spécifiques. Là on peut confectionner des produits sur mesure. On n'est pas trop exposé sur cette classe d'actifs, sur des produits de campagne, etc. Ouais. Parce que sur ces structures de frais, pour vous, il y a un peu des warnings à avoir. Il y a 3 enjeux, je pense, sur les structurés sur lesquels on a toujours été vigilant. C'est effectivement le partage de la valeur et notamment cette logique de structurer de campagne où on se rend compte quand on ouvre le capot que le partage de la valeur entre le structureur, le distributeur et le client n'est pas toujours très juste. Ouais. Ensuite, il y a plutôt la réflexion fondamentale sur l'utilité d'un produit qui est dérivé, c'est-à-dire qu'on ne finance pas l'économie réelle, c'est un artifice financier qui permet d'avoir une dérivation. Donc finalement, exactement, donc un client qui vient pour chercher le sens, le positionner sur un produit structuré, il faut une grande pédagogie pour lui expliquer que ça va plutôt être un outil de protection. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en ce moment, ça a du sens dans un contexte, mais ça a un sens financier, pas un sens d'utilité éthique. Et ensuite, il y a un sujet de pédagogie financière, parce que c'est des produits qui sont extrêmement complexes et qui sont malheureusement parfois trop vulgarisés pour le client qui ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants et les risques qui sont pris. On passe à la deuxième actu, c'est le regain des valeurs défense. Alors là, c'est un peu comme les produits structurés en ce moment, on est en plein boom. Bloomberg recense 47 fonds investis dans les valeurs défense, liées à la défense et à l'armement. C'est un niveau qui n'a jamais été vu jusque-là. BPI France devrait lancer un fonds prochainement à destination des particuliers. Amundi va lancer un ETF. Enfin bref, on voit qu'on est vraiment dans un boom énorme. Quel est votre avis, vous, là-dessus? Parce qu'avec votre positionnement éthique, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes un peu tiraillé entre d'un côté votre rôle de conseiller éthique et de l'autre votre rôle de conseiller financier? Alors, on s'apparenterait presque à une question de bac de philo. Merci. On m'a souvent dit que je fais prof de philo. Il y a un vrai sujet, effectivement, éthique, mais
un peu historique sur notamment qu'est-ce que la guerre juste, est-ce qu'une guerre est juste. Et donc il y a une vraie réflexion assez profonde qui là, pour nous en tant que conseiller financier, sans rentrer dans ce débat philosophique, s'apparente à vraiment être à l'écoute de nos clients et à partir de eux, leurs attentes éthiques et leurs conviction. Une fois qu'on a levé ce sujet éthique, il va y avoir différentes manières de financer les valeurs de défense. Il y a déjà tout ce qui est aujourd'hui principalement exclu des fonds ISR, des fonds qui appliquent les exclusions principales, donc ce sont les armes controversées, etc. Après, et quand on finance des valeurs de défense plus fondamentales, nous, ce qu'on va regarder, c'est véritablement est-ce qu'on est sur des fondamentaux solide pour le marché de la défense de se développer, ou est-ce qu'on est encore à un balbutiement d'effets d'annonce, souvent politiques, et qui se matérialise par un opportunisme du secteur financier à la création de fonds, au développement, on voit d'ETF pour Amundi. Donc des fonds plus marketing que vraiment… Exactement. Typiquement, il y a beaucoup de fonds de défense aujourd'hui qui sont mis en avant et qui financent des entreprises de défense américaines. Alors qu'on voit que l'enjeu, c'est l'émergence européenne. Parce qu'effectivement, on a vu que WisdomTree a lancé un fonds qui est plus sur les valeurs, qui est uniquement sur les valeurs européennes. Je crois que celui d'Amundi doit faire pareil. Ça, pour le coup, c'est un changement. C'est-à-dire qu'on va financer des valeurs européennes, des entreprises européennes, et non pas des entreprises américaines qui trustent une grande partie du secteur. Exactement. Donc il y a cet enjeu de dire, est-ce qu'on finance réellement ce que nos clients attendent ? Et dans le financement de ce que nos clients attendent, est-ce que les fondamentaux économiques et financiers sont là, en sachant qu'aujourd'hui, les entreprises européennes peuvent avoir tendance, notamment en bourse, à surperformer par des effets d'attente de capitaux publics ou d'investissements massifs qui ont été annoncés. Les canaux et les vannes financières ne sont pas encore effectivement branchés. Alors on l'a dit, ça arrive avec BPI France, ça va arriver. Ça arrive, mais il faut être capable de les lever. Donc. On va justement revenir sur un dernier sujet que vous vouliez aborder. Là, on va se projeter. C'est dans longtemps, mais pas si longtemps que ça, c'est sur le prochain projet de loi de finances, celui de 2026. On vient à peine de terminer un épisode très long et très compliqué. Sur quel sujet du PLF 2026 vous commencez déjà à avoir des inquiétudes? La première inquiétude, c'est sur le climat général que des difficultés de vote du budget et ce qu'on a pu connaître en 2025 renvoient pour le monde économique, pour nos clients entrepreneurs et pour la capacité de nos clients à avoir confiance en leur environnement, à se projeter et donc à investir. Ensuite, on a des inquiétudes plus spécifiques sur le PLF 2026. C'est d'abord lié à notre singularité. Notre cœur de métier, c'est le financement de l'économie sociale et solidaire et donc de structures de l'économie sociale et solidaire qui ont des modèles économiques et sociaux hybrides et qui dépendent à la fois de la confiance d'investisseurs privés, à la fois de modèles économiques et à la fois également de subventions ou de financement public, là où l'État estime que la mission sociale peut être remplie par des acteurs notamment associatifs ou de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a des dispositifs fiscaux, entre autres. Il y a des dispositifs fiscaux, il y a aussi des subventions. Alors il y a deux niveaux. Sur les subventions, rapidement, on s'est rendu compte en 2025 que le non-vote ou le décalage du vote du budget a entraîné des arrêts secs de subventions et des problématiques de trésorerie dans les structures à vocation sociale qu'on pouvait financer. Des structures qui ont des modèles économiques robustes, mais qui par, on va dire, des impayés de l'État ou des décalages de règlement de l'État qui leur devaient des subventions. Ça crée des problèmes de trésorerie. On crée des problèmes de trésorerie. Donc ça nous inquiète de revivre cet épisode en 2026. Et ensuite, effectivement, un point plus fiscal, c'est que les investissements dans l'économie sociale et solidaire sont en partie soutenus par un dispositif, c'est la réduction fiscale IR-PME. Donc c'est la loi Madelin qui permet à un particulier d'avoir 25% de réduction fiscale sur le montant investi dans une structure de l'économie sociale et solidaire. Et ça, on voit que le sujet des niches fiscales revient sur la table constamment dans le cadre des économies. Surtout qu'effectivement, le gouvernement cherche encore à peu près, je crois, 60 milliards d'euros d'économies. Donc le prochain projet de loi de finances s'annonce encore plus compliqué à discuter que celui qu'on vient de boucler. Surtout que les prévisions de croissance ont encore diminué, on est passé de 0,9 à 0,7. Là, effectivement, ça s'annonce un peu compliqué. Merci du coup à tous les deux pour ce tour d'actualité. On passe
À la suite, on va on retourne en fait sur un sujet financier, on va reparler des valeurs, notamment les valeurs tech. On a interrogé Jacques-Aurélien Marciro qui a co-géré le fonds EDR Fund Big Data, un fonds massivement investi donc sur l'univers du numérique et les actions américaines. On l'écoute et on revient pour avoir votre avis là-dessus. Bonjour Jacques-Aurélien. Bonjour Gaëtan. Vous êtes co-responsable de la gestion action d'Edmond Rothschild Asset Management. Vous co-gérez le fonds EDR Fund Big Data que vous avez créé en 2015. Comme son nom l'indique, il investit dans l'univers du numérique et de la donnée via des entreprises majoritairement américaines. Étant donné le contexte de marché, j'ai quelques questions pour vous. Vous aurez soit 1 minute, soit 30 secondes pour y répondre. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. C'est parti. Cet homme est-il votre cauchemar? Alors cet homme n'est pas mon cauchemar pour l'instant. En tout cas, c'est un choc exogène de marché, c'est sûr. C'est quelqu'un qui vient tester les théories économiques, notamment sur le commerce international, et qui est vraiment venu causer des casse-têtes à tous les stratèges d'entreprise pour justement estimer l'impact de ces politiques et leur efficacité réelle. Comment vous vous adaptez justement à la nouvelle donne de la politique américaine et aux annonces successives, parfois contradictoires, qui pèsent sur l'économie internationale aujourd'hui? Vous l'avez évoqué, la difficulté, c'est qu'il faut se tenir au courant et actualiser nos scénarios presque jour par jour. Et aujourd'hui, il est très difficile de se faire une idée précise de l'impact économique, y compris quand les entreprises qui publient, celles qui sont cotées en bourse, nous donnent des indications assez limitées à ce stade, car elles-mêmes sont dans le flou. Donc pour nous, à ce stade, la meilleure réponse, c'est encore de faire preuve de prudence et de prendre les hypothèses les plus faibles possibles sur le scénario de croissance en 2025. Est-ce que ça passe par plus d'arbitrage? Oui, je pense que les sociétés qui sont très cycliques, très dépendantes du commerce international, qui quelque part faisaient leur force il y a encore quelques années, sont aujourd'hui dans des situations de faiblesse et vont devoir très vite se réorganiser. À l'inverse, vous avez aujourd'hui des secteurs ou des thématiques qui sont partiellement, je dis bien partiellement, isolés de ces thématiques de tarifs et de guerre commerciale, notamment avec la Chine. On pense évidemment aux services, puisque on parle avant tout aujourd'hui d'une guerre commerciale sur les biens. Les services ne sont pas touchés pour l'instant. C'est déjà un secteur partiellement isolé. Si on regarde les géographies, votre fonds est investi à plus de 50% en Amérique du Nord, 22% en zone euro et 14% en Asie. Est-ce que c'est un peu le triangle des Bermudes, vu que ce sont des zones qui sont toutes les trois très chahutées? Est-ce que cette répartition peut évoluer? Alors cette répartition, elle est à mettre en contexte de la répartition des indices actions monde. Les indices actions monde sont composés à 75% d'actions américaines. Donc de notre côté, nous avons le parti pris de la diversification en laissant une place plus importante à l'Europe et à l'Asie que, on va dire, un investissement classique en actions mondiales. Donc à ce titre, on est peut-être partiellement protégé d'une éventuelle récession américaine si jamais l'inflation provoquée par Trump et la perte de confiance des ménages, probable, rien n'est avéré à ce stade, venait à heurter l'économie américaine ou en tout cas bousculer son statut hégémonique aujourd'hui. Justement, concrètement, quel a été l'impact des soubresauts des marchés sur la performance et la volatilité de votre fonds depuis le début de l'année? On a pu observer fin 2024, début 2025, un petit décrochage. Alors ce décrochage, il est à mettre évidemment en lueur des marchés actions au sens large. Le fonds a plutôt bien résisté dans cette phase de baisse, principalement, vous l'avez noté, en raison de la présence plus forte de valeurs européennes et asiatiques qui ont moins souffert de la baisse du dollar et des marchés actions américains. Ça a été un facteur d'aide, mais aussi de la présence de secteurs quelque part plus résistants. On pensera aux services de télécommunications, notamment Orange en France, des acteurs de cloud qui peuvent répondre à des sujets de souveraineté numérique européenne, des acteurs comme OVH, qui ont aidé le portefeuille à amortir cette baisse des marchés, mais on n'a pas pu l'enrayer entièrement, d'où le fait que le fonds ait baissé depuis le début de l'année. Tous les mois, l'AGFI interroge 25 sociétés de gestion sur leurs allocations. Pour le deuxième mois consécutif, l'exposition aux actions diminue. Votre propre société de gestion indique être prudente sur les actifs risqués. Comment la frilosité des investisseurs sur les actions impacte votre fonds, sa collecte et sa capacité d'investissement? La collecte depuis le début de l'année pour la maison Edmond Rothschild Asset Management se porte plutôt bien, parce qu'on est en collecte positive de plus d'1 milliard, y compris sur nos gestions actions. Alors peut-être qu'il faut remettre ça en perspective du fait que déjà nous sommes un acteur de grande taille, mais nous ne sommes pas un leader mondial, donc on peut prospérer même si les investisseurs au sens large réduisent leur poche action.
Le deuxième élément, c'est que notre gestion action est quand même traditionnellement connue pour être conservatrice, prudente et plutôt à l'épreuve du temps. Donc c'est un contexte qui, quelque part, je ne dirais pas qu'il nous profite, mais notre démarche est peut-être particulièrement adaptée à l'environnement actuel, ce qui pourrait expliquer cette collecte positive. Votre univers d'investissement, ce sont les données, on l'a dit, cela inclut les infrastructures et le stockage, l'analyse et la modélisation, et aussi les entreprises non technologiques qui recourent beaucoup au big data. Récemment, vous avez ajouté Thales dans votre portefeuille. Jacques-Aurélien, est-ce que vous cherchez à capter le rebond des valeurs défense en étirant au forceps votre thèse d'investissement, ou Thales a une place du coup dans votre portefeuille? Alors c'est une question qui est bien amenée. Thales a déjà été présent dans le portefeuille Big Data il y a quelques années de cela. Son retour se fait à un moment où, quelque part, la numérisation, la digitalisation des armées et de l'aéronautique se fait on ne peut plus pressante. Et donc à cet égard, la société est éligible à notre bucket, dans notre poche data user, donc une société non technologique, même si on pourrait dire que Thales est un acteur technologique, mais qui en tout cas apporte la technologie dans des secteurs d'activité plus traditionnels. Et c'est en ça aussi qu'on exprime la richesse du fonds Big Data. Vous avez des acteurs qui sont des pure plays, des acteurs vraiment centrés sur la donnée, des Nvidia, des NetApp et autres, mais vous avez aussi des OVH et des Thales. Et chaque fois que l'on peut faire des investissements en Europe, qui sont des investissements qui nous paraissent pertinents d'un point de vue retour sur investissement, on le fait toujours si on peut allier les enjeux de souveraineté numérique avec la performance boursière. Et à l'inverse, vous vous êtes allégé sur d'autres valeurs, je pense notamment à Sony récemment. Pourquoi? Alors Sony, ça a été une très belle success story boursière. C'est aussi une entreprise qui va très bien et qui est sur le point de se séparer de sa filiale assurance. Il faut savoir que Sony est un géant de l'assurance, notamment en Asie. Et ça va être un catalyse de valeur. Donc tout étant ouvert pour Sony, on a décidé de prendre nos profits. Tout va bien, même si à long terme, on peut s'inquiéter de la concurrence de la Switch 2 ou à très long terme d'un Spotify sur la partie label musical de Sony, qui est un segment extrêmement rentable, mais sur lequel Spotify semble essayer de répliquer la stratégie de Netflix. Et on sait bien comment c'est en train de se passer dans le domaine de l'audiovisuel. Donc ce n'était pas une stratégie d'anticipation de ces menaces concurrentielles que vous exposez sur le long terme? Non, parce que ces menaces-là, on les a en ligne de mire, mais elles ne sont pas encore reflétées dans le cours de bourse. D'où le fait qu'on ait eu envie de prendre nos profits sur cette belle valeur japonaise. Merci Jacques-Aurélien. Merci à vous. Bon, messieurs, on est parti prendre l'air parce qu'il fait quand même très beau chez vous. On ne pourra pas dire que dans le Nord, il fait moche, et il ne pleut pas tout le temps. On a parlé des produits structurés. On s'est demandé si les produits structurés étaient éthiques. Et je vous pose la même question pour l'intelligence artificielle et pour le numérique en tant que tel. Est-ce que pour vous, l'IA, la tech, le big data, c'est éthique? Pour moi, il n'y a pas une réponse forcément très claire à ça. Ce qui est sûr, c'est que l'éthique doit s'emparer du sujet de l'IA. Parce qu'en fait, on voit que c'est un sujet qui va devenir très important dans les modèles économiques, dans les modèles financiers également. Ça vous intéresse de pouvoir exposer vos clients à cette thématique-là? Oui, complètement. Et puis on a aussi, on a une trentaine d'années, donc forcément, on est intéressé par ces sujets. Et on voit bien qu'aujourd'hui, même pour un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, un family office, utiliser l'IA, c'est quand même très important quand on a une vision de l'entreprise à 10-15 ans. Donc nos clients, ils ont les mêmes réflexions. Et c'est vrai que pour nous, ça peut permettre de générer de la valeur à moyen long terme. Par contre, il manque pour nous d'une parole éthique un peu forte sur le sujet. C'est vrai qu'on a vu avec le fonds et la performance du fonds, effectivement, elle était assez croissante. Elles ont pris un choc assez important puisque forte exposition aux valeurs américaines. Ça pose aussi cette question de faire attention, si on s'expose à cette thématique-là, de ne pas s'exposer à côté davantage aux actions américaines. Effectivement, il y a une concentration sur quelques valeurs qui sont justement des pure players de l'IA américaine et qui ont généré des bulles de valorisation. On a fait l'année dernière que parler des 7 magnifiques, avec des valorisations quand on regardait les fondamentaux des PER, quand on regardait les différences de valorisation avec d'autres zones géographiques, etc., qui ont tiré les valeurs américaines à la hausse. Et je dirais que Donald Trump, ça a été le choc exogène qui est venu corriger ça, mais on aurait pu anticiper quand même une correction un peu naturelle de par les incertitudes de récession américaine, etc. Merci messieurs pour votre analyse. On passe tout de suite à la suite. On retrouve Nessim Bengarbia qui a rencontré l'avocat Ronan Lajoux du cabinet Josserand-Audouard. Ils ont fait le tour des politiques fiscales et notamment du pacte Dutreil. On les écoute et on revient. Faut-il réformer le pacte Dutreil? La niche fiscale, qui permet de faciliter les transmissions d'entreprises, est à nouveau dans le viseur des parlementaires,
qui réclame un meilleur encadrement de son usage. Avocat associé chez Josserand Audoir, un cabinet qui accompagne les entrepreneurs dans leur réparation stratégique et complexe, Ronan Lajoux plaide de son côté pour le maintien du régime, voire son amélioration. Nous sommes partis à sa rencontre. L'actualité fiscale, elle est marquée aussi par futur audit sur ce qu'on appelle les niches fiscales, les carottes fiscales. Et dans ce cadre, il y a des interrogations sur le pacte Dutreil. Selon vous, est-ce que le moment est propice pour revoir le pacte Dutreil ou ce n'est pas du tout le moment? Est-ce que vous considérez que c'est un levier efficace qu'il faut pérenniser, voire renforcer, ou dans une logique de budgétaire, il faudrait peut-être le revoir pour avoir plus de recettes fiscales? Alors, évoquer le pacte Dutreil comme une niche fiscale me laisse assez sceptique à titre personnel, pour la simple et bonne raison que c'est un dispositif, aujourd'hui c'est même le seul dispositif en France, qui permet d'augmenter le nombre de transmissions d'entreprises, intrafamiliales notamment. Pourquoi je dis ça? C'est qu'aujourd'hui 90% des transmissions intrafamiliales qui se font en France sont réalisées sous l'égide du pacte Dutreil. On peut voir ça comme une niche fiscale en considérant que l'abattement de 75% fait échapper à l'impôt une grosse partie de l'assiette taxable. Néanmoins, sans ce dispositif, à mon sens, il y aurait beaucoup moins de transmission d'entreprises. Beaucoup moins de transmission d'entreprises, ça veut dire quoi? Ça veut dire une assiette beaucoup plus petite, et on augmente le taux, mais quand on baisse l'assiette, ça fait moins de rentrées budgétaires. Donc, je ne pense pas qu'il faille le voir comme une niche fiscale. Et on a une conjoncture aujourd'hui où on va avoir un shift générationnel au sein des entreprises. On a de plus en plus de dirigeants, et c'est l'effet démographique qui veut ça, qui arrivent au crépuscule de leur vie professionnelle et qui donc vont avoir cette nécessité de transmettre leur entreprise. Le deuxième point, c'est qu'on est dans un contexte de compétition, j'aime pas beaucoup ce terme, mais de compétition en tout cas européenne et même au niveau mondial sur le plan fiscal, sur les transmissions d'entreprises. La plupart de nos voisins ont des dispositifs de faveur pour les transmissions intrafamiliales d'entreprises. L'Allemagne peut les exonérer à 100% dans certains cas. L'Italie a un régime de faveur, le Royaume-Uni a un régime de faveur, l'Espagne a un régime de faveur. On n'est pas une anomalie en Europe. Et je pense qu'il y a une nécessité économique derrière ce dispositif qui fait qu'il faut le conserver, à mon sens, en l'état, voire même l'améliorer si on peut le faire. Bon, mais messieurs, on est en train de terminer cette émission. Quelle est votre prévision pour les prochains mois là, qui s'annoncent? On est quasiment au début de l'été. Dans quel mood vous êtes pour les prochains mois? Alors, pour moi, c'est un peu paradoxal, mais nous, on voit qu'on a un cabinet en forte croissance, que ces sujets de la finance éthique, la finance solidaire, ça prend une place de plus en plus importante dans la société. Donc on est quand même plutôt positif de ce point de vue-là. Après, on est quand même bien conscient quand on voit certains clients qu'il y a un peu un marché à deux vitesses. Il y a des clients qui travaillent dans la distribution, dans le bâtiment, etc., où c'est quand même assez compliqué, parce qu'on sent qu'il y a un contexte économique qui est quand même pas simple, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes et donc un attentisme. Et on a des clients qui s'en sortent très bien. Donc c'est un peu à deux vitesses du point de vue client. Et nous, la question, c'est justement comment est-ce qu'on fait pour aller les accompagner, comment est-ce qu'on est agile sur ces questions-là et comment est-ce qu'on, sur les sujets qu'on a évoqués, la défense, l'IA, etc., comment est-ce qu'on arrive à donner une parole éthique sur ces secteurs qui font l'actualité. Et on va vous libérer. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accueillis chez vous, dans votre très belle ville et dans votre très beau cabinet. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Il ne sera pas dit qu'il ne fait pas beau dans le nord, c'est sous le magnifique soleil de Comines côté France et non pas côté Belgique que l'on se quitte. Avant la prochaine émission, on se retrouvera à Paris le 22 mai pour les coupoles de la distribution et aussi le 3 juin pour le Grand Prix des jeunes diplômés, ça c'est la capitale, mais on se verra aussi à Nantes le 26 juin pour les cercles de l'AGFI. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, profitez bien des beaux jours qui reviennent et des terrasses qui réouvrent et je vous dis au mois prochain pour un nouveau Patrimoine Online.